Bienvenue dans un nouvel épisode de Sic Transit Gloria Mundi. Ma chère sœur, comment vas-tu ? Très bien, très honorée d'être là avec toi. Très bien. Tu es un peu plus âgée que moi et surtout tu as la particularité d'avoir 7 enfants qui ont l'aîné à même 19 ans si je ne me trompe pas et la plus jeune 5. Et surtout tu connais très bien en éducation, questions scolaires. Et entre l'époque où toi et moi sommes passés par le système français de l'école et aujourd'hui, il y a eu beaucoup de changements. Et j'aimerais t'interroger et avoir ta perspective sur ce que c'est de faire passer ses enfants par l'école, par le système scolaire français ou même francophone aujourd'hui, et particulièrement de la perspective de quelqu'un qui est catholique pratiquant et même qui a plutôt à tendance traditionnaliste, même si évidemment c'est pas la seule essence, on est catholique avant tout. Et donc il y a évidemment des détails supplémentaires qui sont nécessaires à prendre en compte quand on veut aussi que les enfants soient éduqués et qui reçoivent des valeurs et qui puissent eux-mêmes être amenés à fonder une famille, etc. Ce qui est évidemment pas le projet de tous et qui n'est pas forcément ce que les parents enseignent de nos jours. Et donc comme première question, peut-être, quelle est en fait, est-ce que tu peux peut-être me guider et puis nous guider tous sur l'organisation du système scolaire aujourd'hui par rapport à ce qu'il était il y a 30 ans ? En fait, je pourrais me permettre de revenir un peu sur l'éducation que nous avons reçue, les écoles par lesquelles nous sommes passés, moi en particulier. Donc nous avions été scolarisés par nos parents dans une école, nous étions 5 enfants. En tout cas, nous, les 4 aînés, avons été scolarisés dans une école catholique sous contrat, dans le Nord, donc dans la métropole lilloise. Et puis... donc au primaire, c'est ça ? En maternelle et au primaire. D'accord. Et quand notre frère aîné était en CM2, donc lui a terminé tout ce passage maternelle-primaire, nous avons été expulsés de l'école par le directeur de l'école parce que notre mère s'était opposée à la participation. Enfin, en fait, pour raconter les choses, notre petite sœur était en grande section et sa maîtresse avait voulu faire un spectacle qui s'appelait les Coco Girls, donc déguiser les filles avec des justes au corps et des barésies. C'était une émission animée par Stéphane Collaro qui avait un succès dingue à l'époque. D'accord. Nous n'avions pas la télé, nous ne connaissions même pas, enfin ma mère avait une vague idée de ce que c'était. Et puis notre frère aîné, il faisait une danse sur Mélissa, vie toujours dévêtue. Donc ça, c'était la danse des CM2. Vie dévêtue. Vie dévêtue. Ouais. Et donc, c'était une école catholique. Et puis, moi, j'ai aucun souvenir que nous soyons allés à la messe ou nous ayons prié en classe ou quoi que ce soit. Oui. Mais c'était l'école qui était à côté de la paroisse. Oui, donc c'était la particularité qu'il y avait encore à cette époque, c'était qu'on choisissait l'école quand même fortement en fonction de l'endroit où on était. Et les parents n'étaient pas prêts à commencer à faire des kilomètres. Exactement, donc nous allions dans l'école la plus proche, nous allions à pied tout seuls. Je me souviens, moi, en CP ou en CE1, d'avoir été à l'école toute seule. On habitait à 5-10 minutes de l'école et nous allions à pied. Donc c'était bien pratique. Et donc notre mère a cherché à avoir le soutien d'autres, enfin elle est allée voir d'abord la maîtresse et puis le directeur qui a dit mais vous savez la kermesse c'est quelque chose d'important, ça permet à l'école de gagner beaucoup d'argent, et puis notre mère a dit mais enfin vous rigolez, vous allez avoir les pères de ces enfants qui vont regarder leurs filles sur l'estrade danser, faire les Coco Girls et vous voulez amasser de l'argent avec ça, enfin c'est pas possible. Sexualiser les jeunes filles. Donc bon, c'était toute une époque, les années 80. Et puis, donc elle a cherché à avoir le soutien d'autres parents d'élèves et personne ne l'a soutenue, ou peut-être par derrière, gentiment, mais personne n'a fait front avec elle pour empêcher ce qui se passait. Et donc le directeur a fini par dire, écoutez, vous n'êtes pas content, allez voir ailleurs. Et donc maman nous a tous scolarisés dans l'école publique qui était à 200 mètres, à 100 mètres de l'école privée sous contrat. Et là, c'était tout à fait bien, tout à fait correct. Bon, il n'y a pas d'enseignement religieux non plus, évidemment, c'est une école laïque. Mais nous avons fait donc notre scolarité, puis nous avons enchaîné sur le collège public
qui était encore à 300 mètres. Et puis, donc moi jusqu'en quatrième comprise. Donc c'était très mélangé. On était dans le nord, donc il y avait socialement c'était vraiment extrêmement mélangé. Très quelques élèves de la classe faisaient leur première communion, mais c'était tout à fait marginal. Et puis moi, je me souviens d'enfants dans ma classe qui parlaient encore ch'ti. Il y en avait un, il distribuait des prospectus le soir dans les boîtes aux lettres. Enfin, pour gagner de l'argent, il distribuait les pubs. D'accord. Donc je me souviens vraiment, c'était vraiment très mélangé. Et jusqu'en cinquième, ça a été, j'y trouvais mon compte, j'avais des copines, etc. Et puis ensuite, en quatrième, là, j'ai commencé à être malheureuse parce que la différence éducative, le fossé s'est creusé. Et donc j'ai supplié ma mère de m'envoyer dans une école privée sous contrat. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai été dans une école à Lille. Et en fait, j'ai pas été plus heureuse là-bas. C'était à peine plus catholique. Il y avait une aumônerie, mais bon, je la fréquentais de façon assez légère, etc. Et je pense que c'est vraiment une expérience que beaucoup ont vécue, en fait, ça. Cette espèce de... Ces écoles soi-disant catholiques, privées, sous contrat, qui en fait n'enseignaient absolument rien de la religion. Il n'y avait aucun cours, il n'y avait même pas de catéchisme. En fait, on avait eu le catéchisme dans notre paroisse. C'était hyper léger. On n'a quasiment rien appris. Et puis ensuite, au lycée, c'était terminé. Il y avait l'aumônerie où on parlait de sujets de société, simplement le bien-être, le mal-être des jeunes, ou je sais plus, je me souviens plus des sujets. Si ce n'est une retraite qu'on a fait à Thésée et qui m'a beaucoup marquée. Une retraite de 4-5 jours. Non, moins. 2-3 jours avec l'école. On était partis en bus. Et là, je me souviens vraiment d'avoir une expérience spirituelle très forte. Et donc, il y avait un cadre, des chants qui étaient très beaux, très recueillis, le silence. On était par terre, il n'y avait pas de chaise. Oui, je suis allé là-bas et j'ai détesté. C'est vraiment pas du tout mon truc. C'est beaucoup trop... Déjà, c'est trop œcuménique à mon goût. Je ne sais pas si c'était déjà le cas au début. Tu voyais pas le problème. Pas du tout, je voyais pas le problème. Je n'étais pas assez sensibilisée à ça. Et je vois tout à fait l'ambiance là-bas. Donc voilà mon parcours. Et puis j'ai fait ma terminale finalement dans une école privée hors contrat, je pense. Non, sous contrat. Sous contrat. Donc c'était un lycée bilingue. Et où là, c'était absolument laïque, c'était pas du tout catholique. Et mais on était dans tout petits effectifs. C'était une école de bourgeois du Nord. Je me suis pas fait d'amis, mais j'ai aimé les professeurs. Enfin, c'était une belle année. Comment t'expliques dans ce contexte que tu as réussi à garder la foi et la pratique? Moi, je pense que c'est ensuite par les rencontres pendant les études à Paris. Et là, j'ai eu des rencontres, des amis qui m'ont beaucoup marquée, qui m'ont encouragée à préparer ma confirmation, qui m'ont entraînée au pèlerinage de Chartres, Paris, donc c'est le pèlerinage des rameaux des étudiants Paris-Chartres, et non pas le pèlerinage de Pentecôte actuel, donc rien à voir. Puis voilà, donc en faisant un petit peu de scoutisme, c'est pas ça qui m'a ramené à la religion, mais enfin, il y avait des très belles aumôneries. Ça t'a vraiment ramené, c'est-à-dire que spontanément... Non, je continue à aller à la messe. On a toujours été à la messe en famille. D'accord. Et puis avec les parents, enfin ils nous entraînaient, c'était tout à fait naturel d'aller à la messe. Mais alors après, moi je me souviens, quand j'ai passé mon année à Rome, j'ai passé une année à Rome quand j'avais 17 ans, entre la première et la terminale. Exact. Et là, je me souviens d'être souvent allée dans les églises pour prier, pour me recueillir, parce que je me sentais très seule et je trouvais vraiment une force pour vivre seule. Et d'ailleurs, c'est intéressant à ce sujet parce que ton expérience à Rome était aussi dans un lycée catholique. Sacré-Cœur de Rome, à la Trinité des Monts. Il y avait des religieuses présentes. Et là, c'était différent de la France ? Pas beaucoup, franchement. Je me souviens qu'on a eu la possibilité de se confesser, qu'on nous a encouragé à nous confesser sur les heures de cours. Est-ce qu'on a eu quelques messes? Sans doute, mais alors ça m'a pas du tout marqué. Que les élèves étaient pratiquantes? Plus ou moins. Plus, disons, que dans nos lycées catholiques français, mais... elles étaient tellement superficielles, toutes ces filles. En cours de philo, elles se vernissaient les ongles. Enfin, c'était vraiment toute une expérience italienne. Mais je me souviens d'être allée au Vatican, d'avoir suivi un chemin de croix, le chemin de croix du pape. Enfin, tu vois, quand même. On a l'impression qu'à Rome, il y a tellement de possibilités, tellement de belles églises que ça rapproche. Ouais, certainement.
Et puis voilà, non, je pense que c'est vraiment à travers les études. Et puis à Paris, il y avait des messes d'étudiants, notamment à Saint-Germain-des-Prés. Le dimanche soir, c'est une très belle messe. Il y avait toute une communauté étudiante qui allait. Donc voilà. Donc bref, voilà. Ensuite, j'ai rencontré mon mari qui était légèrement pratiquant, mais bon, c'est quand même retrouvé sur notre foi. Enfin, je pense que ça a été quand même un élément qui nous a, qui était important, qui était commun à nous deux. Et puis voilà, et puis on s'est mariés à l'église, et puis on a eu des enfants qui sont venus très vite. 1, 2, 3, 4. Et alors là, s'est posé la question de savoir où on allait les scolariser. Et alors on a commencé par scolariser nos enfants dans une école sous contrat à Paris, dans le 5e. Et puis une petite école. Il y avait des familles très sympathiques, très pratiquantes, donc il y avait une espèce de terreau. Il y avait quelques dominicaines très âgées qui étaient encore dans l'école mais qui n'enseignaient plus. Il y avait une chapelle où on allait prier avec les parents. Les enfants de temps en temps allaient prier dans cette chapelle. C'était encore très léger, mais c'est surtout des effectifs pléthoriques, des classes de 30 enfants dès la maternelle. Ça, tu penses que c'est un problème? Enfin, quel est le nombre, la taille optimale pour une classe, à ton avis? Wow, j'ai pas vraiment d'idée sur la question. Mais je pense que dans une classe de maternelle, au-delà de 20 enfants, je ne vois pas comment une institut, même secondée par une assistante, peut correctement suivre tous les enfants. Là, vraiment... ouais. Moi, d'après ce que j'ai lu, il semblerait... Alors, pour les maternelles, c'est difficile à dire, mais en tout cas, au-delà, il semblerait que 15 enfants, en fait, ça soit pas suffisant. Enfin, surtout s'il n'y a pas d'autres classes dans l'école. Ah oui. Notamment parce qu'en fait, au niveau de l'intégration, c'est comme s'il n'y avait pas suffisamment de personnes pour trouver des personnes qui nous conviendraient bien, en fait. On a besoin d'avoir un nombre un peu supérieur de façon pour avoir des affinités. Voilà, pour augmenter les chances d'avoir des affinités et donc d'avoir quelque chose qui fonctionne bien, avec aussi peut-être plus la chance aussi d'avoir des élèves qui vont tirer la classe, qui vont encourager à étudier et des choses comme ça. Voilà. Ouais. Actuellement, nos plus jeunes sont dans des classes toutes petites, 4 élèves, 5 élèves dans une toute petite école. Et en fait, j'aurais plutôt, celui qui a 10 ans et 5 ans, et j'aurais plutôt tendance à penser que, quels que soient les enfants qui sont présents dans la classe, il y a des liens qui se tissent quand même, ils jouent ensemble, ils interagissent. Alors, c'est possible. Hein. Pour moi, c'est exactement le même effet que quand on est français et que, par exemple, on se retrouve à Oulan-Bator en Mongolie et qu'on rencontre d'autres Français, alors qu'en France, on n'aurait rien à voir les uns avec les autres, on s'entend bien avec eux. Exactement. Donc, je ne sais pas si c'est si important, si c'est le nombre qui va faire la différence. Bon, je ne me prononcerai pas là-dessus. Et puis, donc bref, cette école a été correcte. On n'y est pas resté longtemps parce qu'ensuite on est parti aux États-Unis. Et là, aux États-Unis, j'ai un peu cafouillé. Enfin, j'ai un peu cherché un système. Je les ai mis dans une école Montessori. Et en fait, Montessori, je pense que ça peut être une très belle pédagogie. Mais donc, ils étaient encore en maternelle. Hein. Mais si c'est appliqué de façon rigoureuse et stricte, eh bien, franchement, je trouve que, c'est pas une bonne pédagogie. En fait, je pense que ça dépend beaucoup de l'enseignant. Non, au contraire, quand je voyais les enfants de 3-4 ans plancher sur faire des broderies, ils ne pouvaient pas quitter la broderie tant qu'ils n'avaient pas terminé leur travail. Cette institut était vraiment très exigeante avec elles. Et ça moi, je ne connais pas très bien Montessori. C'est propre à Montessori, je ne sais pas, je pense. Je connais pas. Tu sais pas, ok. Mais en tout cas, c'est ton expérience. L'expérience, quand on a discuté avec les uns et d'autres gens qui avaient mis leurs enfants dans les écoles Montessori, il me semble que la pédagogie Montessori va vraiment miser sur les qualités psychologiques de l'enseignant. Et si quelqu'un prend la théorie Montessori et puis l'applique telle qu'elle, eh bien, ça peut ne pas être vraiment très positif. Et puis alors, donc ensuite, je les ai mis dans une école américaine, purement américaine. Alors, j'ai trouvé que il y avait un manque de discipline, un manque de rigueur. Ça me convenait pas du tout, mais notre fille aînée en garde un meilleur souvenir. C'est le meilleur souvenir de sa scolarité. C'est l'équivalent elle avait quel âge à ce moment-là? First grade, donc elle avait 6 ans, dans une école américaine, parce que dès qu'elle faisait quelque chose, on l'encourageait, on la félicitait. Ça lui a vraiment donné confiance en elle. Enfin,
tout cas, elle garde de très bons souvenirs de cette période-là. C'était très festif, tout le temps. Pour un oui ou pour un non, on faisait une fête. On applaudit. Valentine's Day, et puis il y avait Rosh Ah oui Hashanah, il y avait beaucoup de juifs, alors ils fêtaient toutes les fêtes juives dans cette école. Et puis, bon, bref, ça coûtait très cher, et je me disais, vraiment, j'en ai pas pour... Enfin, c'était pas nous qui payions, c'était l'entreprise de Thomas, mais vraiment, je me demandais à quoi bon mettre autant d'argent dans une école pour le résultat qu'on avait. Et là, en résultat, tu évalues les connaissances, c'est ça? Non, mais moi j'avais envie qu'elle écrive, qu'elle apprenne à écrire correctement, qu'elle ait une belle calligraphie, que je trouvais que c'était trop festif, c'était vraiment un jeu permanent. On leur apprenait tout par le jeu. Et moi, à l'époque, je me disais non, ça ne convient pas à des jeunes enfants. Et alors, paradoxalement, j'avais visité aussi des écoles catholiques américaines qui m'ont fait fuir aussi à l'époque, parce que là, mais le moindre chant était un chant religieux. God loves me, God loves me. Surtout des choses un peu In niaises. my Bible book, it says that God loves me. Donc c'était ça, je trouvais ça niais, et je trouvais que ça n'avait pas de sens non plus que la religion soit omniprésente. Et ça, tu touches à un point que j'aimerais vraiment développer avec toi, parce que c'est aussi quelque chose qui, pour moi, et je pense aussi pour toi, enfin dans votre projet d'éduquer les enfants, est assez central, c'est que autant la religion est très importante, autant elle n'est en aucun cas omniprésente, et on n'est pas du tout dans la théocratie c'est ce que dit saint François de Sales, hein. Il dit, je crois, à Sainte Jeanne de Chantal, ne faites pas de votre maison un couvent. Vous êtes là, vous êtes l'âme de la maison pour apporter la joie, faites des bons repas, faites en sorte que l'ambiance soit agréable, mais ne faites pas de votre maison un couvent. Oui. Cependant, c'est par les écoles des enfants que je pense que notre famille a grandi spirituellement. Ça vraiment, parce que donc après cette expérience aux États-Unis, nous sommes arrivés en Belgique. Donc aux États-Unis, j'avais l'intention, je me suis dit, en rencontrant des familles qui faisaient l'école à la maison, et je voyais l'équilibre des enfants qui faisaient l'école à la maison. Donc aux États-Unis, à l'époque, il y avait 2 millions de homeschoolers, donc d'enfants qui faisaient l'école à la maison. Et je me disais, mais ces enfants ont un regard, une relation avec l'adulte qui est tellement saine. On sentait de la pureté dans leur regard, on les sentait épanouis, équilibrés, et pas du tout fuyants, comme d'autres enfants. Et c'était des familles particulièrement catholiques, là, ou alors souvent protestantes. Souvent protestantes, plus d'accord. Protestantes dans le sud, beaucoup de protestants dans le sud des États-Unis. Nous étions en Géorgie, à Atlanta. Et donc ça a vraiment éveillé en moi de la curiosité. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Alors j'ai commencé à me renseigner, à lire des livres sur le sujet. Et déjà, rien que le fait que les enfants ne soient pas toujours avec d'autres enfants de leur classe d'âge, le fait qu'ils soient avec des plus âgés, des plus jeunes, eh bien ça crée une espèce d'harmonie, une espèce d'attention à l'autre. Là, tu es encore en train de parler de l'école à la maison, c'est ça? Oui. Parce que si si tu éduques tous tes enfants ensemble, tu as plusieurs niveaux à la fois, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Et puis alors aussi, dans les écoles aux États-Unis, il y a le système des hybrid schools qui n'existe pas en France, et qui fait que les enfants font l'école à la maison pendant 3-4 jours en suivant un curriculum, et ensuite le jour qui reste, ou les 2 jours qui restent, ils vont dans une école où il y a des enseignants extérieurs qui prennent tous les enfants qui font l'école à la maison et qui leur enseignent le théâtre, l'histoire. Et donc ça soulage à la fois les parents, ça permet aux enfants de se sociabiliser. C'est génial, c'est absolument génial. Donc dans cette perspective, je m'étais dit, je vais faire l'école à la maison aux États-Unis. Et puis en fait, on a été rapatriés, on est allé s'installer en Belgique. Et là, je me suis pas sentie capable, parce que pas secondée, et je venais d'accoucher du 5e. Tu voulais le faire dans le cadre d'une hybrid school, oui, c'est ça. C'est ça, oui, d'accord. Et puis je suis arrivée en Belgique, et j'avais un bébé, un sein qui venait de naître, avec mes 4 tout petits, et je me suis pas sentie la force de le faire. Et à ce moment-là, un frère notre frère, dont les enfants étaient passés dans une école, la Fraternité Saint-Pédis, qui n'était pas du tout notre sensibilité religieuse, m'a dit, Isabelle, essaye cette école, tu vas voir. Nous, on a essayé le système belge, on n'a pas même les écoles entre guillemets catholiques belges, on n'a pas du tout été convaincus, mais dans cette école, il y a vraiment quelque chose de très beau. Et alors, ça a été une expérience folle pour notre famille, très très intéressante, de fréquenter comme ça, à travers l'école, la Fraternité Saint-Pédis. Donc, c'était dans des classes à tout petits effectifs, 6 ou bien 10, 12 quand c'est des classes à double niveau, de la maternelle, et puis ça allait jusqu'à la 6e y compris.
Et puis, il y avait des religieuses qui enseignaient, des dominicaines et quelques laïcs. Il y avait une espèce de cohérence dans l'éducation, dans cette école. Une bienveillance. Il y avait un directeur d'école qui était jeune, qui était exceptionnel, un jeune prêtre. Et donc ça, vraiment, j'ai vu nos enfants au début, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ils vont avoir l'adoration, enfin, ils vont avoir le salut du Saint-Sacrement toutes les semaines, histoire sainte tous les jours, catéchisme toutes les semaines, mais j'en avais la nausée pour eux. Mmh. Et puis, peu à peu, j'ai vu nos enfants qui se sont fondus dans le système et qui ont commencé à me parler de faire des petits sacrifices, donc se priver de quelque chose pour faire plaisir à Dieu ou à Jésus, qui ont commencé à devenir des âmes priantes. Et alors, Thomas et moi, mon mari et moi, nous avons assisté à cette à cette imprégnation de la foi que cette Église a fait sur nos enfants, et ça nous a nous-mêmes beaucoup apporté, beaucoup fait grandir. Et alors ça a duré 2-3 ans, pas plus, parce que en fait j'avais un fils qui avait fait son CP dans cette école et auquel ce système ne convenait pas. En fait c'est un enfant très très angoissé qui avait un problème d'attention énorme. Et à l'issue de son CP, le directeur m'a dit, il faudrait peut-être aller faire des tests neurologiques pour votre enfant parce qu'il y a un problème avec lui, on comprend pas comment il fonctionne. Alors là, je me suis dit, non, c'est pas possible. Il me suppliait de faire l'école à la maison, il en avait entendu parler. Et l'enfant, pas mon fils. Oui. Non, Thomas Gabriel. Et puis alors j'ai décidé de le retirer de l'école et je me suis dit, je vais pas commencer à courir les spécialistes de l'enfance, les psychologues, les psychiatres, je vais essayer de me débrouiller toute seule. Et donc c'est avec lui que j'ai commencé l'école à la maison, donc il était en CE1. Donc c'était un enfant qui me suivait, mais qui était sur mes talons. Je passais d'une pièce à l'autre, il me suivait. Il avait une imagination débordante. Il pensait qu'on allait l'abandonner. Ensuite, il pensait que quelqu'un allait le kidnapper. C'était vraiment terrible. Et puis, et en même temps, il était capable de se concentrer dans ses jeux. Je voyais son intelligence. Je voyais qu'il faisait des Lego extraordinaires, des Playmobil. Mais l'école, ça ne l'intéressait pas du tout. Apprendre à lire, apprendre à compter, c'était vraiment pas son truc. Donc ça a été une expérience très très riche pour moi. Nous avions tous été dans notre famille plutôt très scolaire et nous n'avions pas eu maman, elle n'a pas eu ni papa a de grosses difficultés avec nous, des grosses difficultés d'apprentissage. Et moi je découvrais ce que c'était qu'un enfant avec un déficit d'attention, un peu dyslexique, gros problème de prononciation, etc. Et donc on a pris les cours Sainte-Anne et bon, ça a été ma première expérience. Et les autres allaient encore à l'école. Et puis, c'était très riche. Donc, les cours Sainte-Anne, c'est un cours par correspondance qui est beaucoup utilisé par des familles catholiques, qui est très classique. Vraiment un cours classique, comme ça se faisait dans les années 70. Je pense que ça n'a pas évolué depuis. Donc, très structuré, très riche, très exigeant. Mais alors, on pourrait parler du sujet de l'école à la maison, mais donc ça nous a convenu à ce moment-là, mais ça m'a beaucoup mis la pression et ça a été difficile. J'ai trouvé donc, la manière dont ça s'organise concrètement, c'est que tu fais l'enseignement essentiellement le matin, c'est ça? Ou alors oui, on en fait un peu comme on peut quand surtout la quantité de cours à la maison est toujours, d'après ce que j'ai observé, toujours inférieure au temps que les enfants passent à l'école. Oui, ça c'est évident, c'est certain. Après, selon la rapidité des enfants, selon leur... Oui. Voilà, ça peut beaucoup varier. Hein. Il y en a qui s'en sortent très très bien. Moi, je pense, avec Thomas Gabriel en CE1, je pense qu'on faisait bien 3 heures, 3h30 de cours. Parce que moi, j'étais inexpérimentée aussi. Donc, je voulais tout faire. Je voulais faire tous les exercices. Parce que lui, il avait beaucoup de mal à se concentrer. Et voilà, je pense que si je refaisais les choses avec lui aujourd'hui, je ferais complètement différemment. Mais voilà, on a fait comme ça. Et puis, peu à peu, je l'ai vu s'apaiser. Je l'ai vu arriver à se concentrer, apprendre à lire, à écrire correctement, à compter. Et les choses, c'est devenu un élève, il était plutôt très docile. Donc quand il n'arrivait pas à se concentrer, c'était vraiment malgré lui. Et c'est ça qui fendait le cœur, c'était qu'on voyait que c'était plus fort que lui. Toutes ces difficultés c'était vraiment un gros handicap.
Et puis l'année suivante, j'ai récupéré celle qui était en CM1, donc l'aînée qui avait d'autres problèmes d'allergie, qui était très fatigable, etc. Et on a fait l'école avec les deux. Et puis peu à peu, j'ai récupéré les enfants et je les ai sortis de cette école, la Fraternité Saint-Pédis. D'accord. Et parce que cette école a beaucoup aussi apporté, mais c'était pas tout à fait notre sensibilité religieuse. Et donc, je commençais à entendre des choses qui pour moi étaient trop rigoureuses, trop dures, et qui n'étaient pas, à mon sens, ajustées à l'âme des jeunes enfants ou à nos âmes à nous. Enfin, voilà, ça sont les particularités de tous ces courants dans l'Église. Donc, est-ce que je me trompe si tu penses que dans ce courant-là, ils ont du mal à vivre avec la modernité, à accepter certains progrès? Sans doute. Ouais. Il y a un peu d'entre-soi, il y a de l'évangélisation quand même, donc il y a des belles choses, il y a une charité. Il y avait des familles pauvres, des familles qui vraiment ont pu bénéficier d'un soutien énorme dans cette communauté. Mais il y a eu aussi un changement de direction et je m'entendais moins avec le nouveau directeur. Enfin, bon, il y a eu beaucoup d'aspects. Et puis, en fait, si je fais une digression, c'est que là, je commençais à m'apercevoir de tout ce que l'école à la maison, tout ce temps libre qu'avaient les enfants pouvait leur apporter. Et notamment l'éveil de la créativité, de la vie artistique, de la vie intérieure, le temps de jouer, ce sont des enfants qui ne s'ennuient jamais, les enfants qui font l'école à la maison. Oui, en fait, c'est une question que, justement, peut-être pour préciser, est-ce que, simultanément, ces enfants avaient beaucoup d'activités extrascolaires? Alors chez nous, ça a toujours été de la musique. En fait, pourquoi ? Parce que moi, le domaine artistique qui m'intéressait et dans lequel je pouvais leur apporter quelque chose, c'était la musique. Donc ils ont commencé la musique très tôt, en grande section CP. Et en fait, je voyais bien qu'avec l'école à la maison, on fait commencer la musique le matin, et puis que c'était. Mais ça se pratiquait essentiellement à la maison, c'est que c'était. Oui, avec en enseignement à la maison, c'est ça. Donc oui, il y avait des professeurs qui venaient à la maison. À un moment, on a fréquenté une petite école de musique, mais bon, c'était plutôt. Mais c'est pas des choses qui t'obligeaient ou qui vous obligeaient à faire beaucoup de conduite et puis. Oui, moi j'étais avec nos 5 enfants déjà tout petits, je limitais les conduites et je demandais plutôt au professeur de venir. Donc cette créativité que tu décris, cette imagination, dans le cadre de leur loisir en fait, pas d'activité dirigée. Exactement. Enfin non, c'était une activité qui était très dirigée. Je ne les lâchais pas. La musique, j'estimais que c'était une discipline aussi importante que les mathématiques. Et donc tous les matins, ou bien tous les après-midi, ça dépend un peu des années, je les accompagnais et je surveillais et je regardais, je m'assurais qu'ils se sont entraînés. Et parce que je partais aussi du principe que s'ils progressaient pas dans un instrument, ils allaient très vite décrocher, se désintéresser, être découragés. Donc il fallait qu'ils fassent rapidement des progrès pour que vraiment ils s'accrochent à l'instrument. Oui. Et ça a vraiment marché. Ça a vraiment été exceptionnel. Et j'ai commencé à les voir jouer ensemble, des petits duos, des trios, et c'était merveilleux pour eux. Ça, c'est un aspect donc vraiment fondateur dans notre vie de famille. Et puis, je m'apercevais aussi que beaucoup des frictions qu'il pouvait y avoir dans une famille étaient liées aux frustrations que l'enfant importait de l'école, à la maison, depuis l'école. Et quand les enfants ne vont pas à l'école, eh bien, ils ont beaucoup moins de frictions, c'est beaucoup moins difficile. Et ils s'entendent mieux avec leurs frères et sœurs. Enfin, je trouve que la fratrie est beaucoup plus sereine. Parce qu'un enfant qui s'est fait, c'est pas du harcèlement, mais qui s'est fait enquiquiner ou qui trouve pas sa place à l'école ou eh bien, il revient à la maison et en fait, son exutoire, ce sont ses frères et sœurs et là, il va commencer à enquiquiner. Et donc, j'ai trouvé que ça apaisait beaucoup la vie de famille. Et parce que ça, c'est quelque chose auquel on pense toujours avec l'école à la maison et puis surtout cette vie dans
dans une bulle, c'est que tu n'as pas particulièrement observé qu'ils avaient des difficultés à interagir avec mais avec au l'extérieur. contraire, en fait, au contraire. À chaque fois qu'ils rencontraient des enfants extérieurs, ils étaient tellement enthousiastes, tellement heureux de rencontrer d'autres enfants de leur âge qu'ils y allaient avec tout leur cœur, tout leur élan, toute leur spontanéité, et ils étaient très très contents. Et donc, en général, ça se passait très bien. Et puis, de fil en aiguille, on a rencontré des familles qui faisaient l'école à la maison, et donc on a une petite vie sociale qui s'est organisée. Puis on a toujours, quand on se lance dans ce genre d'expérience, on a toujours quelques modèles, quelques familles modèles. Et moi, j'avais sous les yeux une famille en Belgique. Enfin, on s'est lié d'amitié avec des Belges qui avaient 9 enfants et qui avaient retiré tous leurs enfants de l'école petit à petit pour se lancer dans une aventure entrepreneuriale, familiale dans le textile. Ils avaient toute une série de magasins. Et leurs enfants, à partir de 14-15 ans, travaillaient dans les magasins tout en faisant l'école à la maison. Et c'était des gens qui avaient une liberté d'esprit, ils étaient phénoménaux, qui s'étaient instruits tout seuls. Et ils connaissaient plus de choses que quiconque. Et pour moi, c'était toujours une petite lumière. Et si je ne me trompe pas, dans cette famille, ils ont une grande capacité sociale, en fait. Ah oui, énorme. Ouais. Et pas ils du sont, tout renfermés sur eux-mêmes. Pas du tout. Ce sont des gens... Aucun des enfants n'a fait d'études supérieures après le bac. Aucun. Et ils réussissent tous remarquablement bien dans leur vie professionnelle. Et vraiment, ça a été... Je pense tout le temps à eux, en me disant à quoi bon, parfois. À quoi bon. Enfin voilà, donc ça a été quelques années en Belgique, comme ça, avec l'école à la maison. Et puis, les enfants grandissant, pour des raisons professionnelles, nous sommes revenus en France, en région parisienne. Et j'avais visité quelques années, à l'époque où je travaillais, où j'étais vraiment jeune mariée, une école hors contrat, donc catholique, en région parisienne. Et je savais que c'était une école qui fonctionnait bien et qui était donc réellement catholique. Et la Providence a voulu qu'on déménage, qu'on ait la possibilité de s'installer pas loin de cette école. Et je me suis dit, combien de temps est-ce que je vais résister ? Je sais que l'école à la maison, pour l'instant, ça nous convient, mais j'ai peut-être cette solution. Voilà. Donc on a continué l'école à la maison avec les 6, à ce moment-là, les 6 enfants. Et puis petit à petit, je commençais à tirer la langue et à sentir que les garçons, il leur serait bénéfique de commencer à avoir des professeurs extérieurs à leur mère, parce que moi j'étais vraiment limitée et dans mes capacités. Et donc à ce moment-là, j'en ai scolarisé un, et puis l'année suivante un deuxième, et puis peu à peu, on est rentré dans cette école dans les Yvelines, qui est la plus grosse école hors contrat catholique, vraiment catholique de France. Et voilà, donc là, on a 6-7 ans de recul. Avec un enseignement qui est quand même très... Enfin, il y a une vraie pratique religieuse dedans. Une vraie pratique religieuse. Il y a des chapelles dans les 3 bâtiments. C'est une école qui a grandi petit à petit. Ils ont commencé par ouvrir l'école primaire, et puis le collège, et puis le lycée. D'abord garçon, collège garçon, lycée garçon, puis finalement ils ont ouvert des classes filles, collège filles, lycée filles. Et donc il y a une chapelle... dans 2 des 3 bâtiments. Et donc il y a des prêtres qui sont présents, des chanoines qui sont présents dans l'école. Il y a l'enseignement du catéchisme, de l'histoire sainte, de la doctrine. Il y a la messe quasiment toutes les semaines. Il y a la possibilité pour les enfants d'aller dans la chapelle quand ils veulent, d'aller prier. Et le niveau scolaire de l'école c'est une école qui est plutôt qui est vraiment un très bon niveau scolaire. J'ai toujours fait confiance à cette école de ce point de vue-là. Et surtout, ce qui me semblait important, c'était la qualité des humanités, des matières littéraires. Et là, j'ai pas été déçue, parce que nos enfants ont vraiment reçu énormément de professeurs de lettres, de français, qui leur ont donné le goût de la lecture ou la curiosité littéraire, ils me disaient. Vraiment, et des profs qui parfois n'avaient même pas de diplôme de prof de lettres. Il y en a un en particulier qui a été remarquable, qui a marqué... les garçons étaient très marqués par les professeurs, et puis des professeurs femmes aussi qui ont marqué... Est-ce que je me trompe si dans ces écoles, si je dis que dans ces écoles hors contrat, sachant que ce sont des écoles qui ont très peu de moyens, les enseignants qui s'engagent dans cette voie, ils ne sont pas bénévoles, mais en tout cas, ils font des sacrifices. C'est une vocation. Complètement. En fait, ils sont convaincus du bien, de la nécessité du bien fondé de l'existence de ces écoles. Et en fait, on leur doit beaucoup de ce sacrifice qu'ils font. C'est marrant parce que
je pense que tu as dû déjà réfléchir à ça, mais moi, ça me fait beaucoup penser à ce qu'était l'enseignement avant la Révolution française. C'est-à-dire que, et particulièrement la séparation de l'Église et de l'État, et, où en fait l'enseignement était géré par des congrégations religieuses, enfin pour ce qui était de l'enseignement en groupe, en public, et donc par des gens qui étaient par des bénévoles en fait. Et donc on a l'impression qu'il y a cette composante qui reste quelque part pour cette transmettre la foi. Non, en effet. Ce qui est, en fait, on parle du sacrifice des professeurs, mais je pensais aussi au sacrifice des parents. Parce qu'en fait, il faut quand même savoir que ce sont des écoles qui demandent un immense investissement de la part des familles. On attend des familles qu'elles aident au fonctionnement de l'école. Il y a des scolarités à payer parce qu'il n'y a aucune aide de l'État. Oui. Donc, il y a quand même, alors même s'il y a beaucoup de mécénats, enfin, il y a beaucoup on sollicite des donateurs pour faire fonctionner l'école parce que les frais de scolarité ne suffiraient pas. Souvent, les familles qui scolarisent leurs enfants dans ces écoles ont beaucoup d'enfants. Donc, il y a un sacrifice financier qui est vraiment non négligeable de la part des pères et des mères de famille parce qu'il n'y a pas de cantine. Tous les matins, il faut préparer les repas, les paniers repas de nos enfants, tous les matins. Et puis, il y a des familles qui peuvent pas se loger, qui peuvent pas se permettre de se loger à proximité de l'école, donc ils font des longs trajets en voiture. Enfin, vraiment, il n'y a pas la cantine, enfin, les cantines, le réfectoire est tout petit, donc on nous demande de récupérer le plus souvent possible nos enfants. Les cours de récréation sont toutes petites. Enfin, vraiment, un sacrifice immense. Oui, c'est-à-dire qu'en termes d'infrastructure, c'est sous-dimensionné. Voilà. Et vraiment... Je trouve que les parents qui font ce choix-là c'est un choix qui est assez remarquable. C'est vraiment édifiant. Et donc, ça crée une communauté familiale. On est tous dans le même bateau. Et en fait, c'est très, très beau. C'est très beau. Parce qu'en fait, on se rend compte que le plus important aujourd'hui, c'est de donner à notre société des têtes bien faites, des enfants équilibrés, des enfants qui ont reçu une éducation cohérente, autant que faire se peut, pour pouvoir infuser le monde et apporter ce qu'ils peuvent là où ils seront. Dans ton discours, j'entends quand même que sont à chaque fois des cas très particuliers. On n'est pas du tout dans des systèmes, enfin en tout cas le parcours scolaire des enfants n'est pas du tout quelque chose qui pourrait être répliqué facilement par quelqu'un qui habiterait une autre région, parce qu'en fait toutes ces écoles hors contrat notamment ne se valent pas, tout ça est extrêmement variable, même dans la durée. Il y a des changements de direction, des choses comme ça. C'est pas du tout un système robuste à l'échelle nationale qui permette de facilement se déplacer, choisir des choses qui sont en proximité. Certes, mais il y a quand même de plus en plus d'initiatives dans ce sens. Il y a quand même une fondation qui a été créée, la fondation pour l'école. Il y a des associations, la fondation pour l'école qui aide à la création et à l'accompagnement de ces écoles hors contrat. Donc il y a de plus en plus de choix quand même. Il y a des pensionnats qui se créent aussi. Chaque année, on entend parler d'un nouveau pensionnat qui s'ouvre. Enfin, je connais pas les chiffres, mais en tout cas, à proximité, dans les grandes villes ou dans certaines régions de France, il commence à y avoir une offre intéressante. Après, toute la difficulté est de savoir si les professeurs auront les qualifications nécessaires. Oui, parce que comme il y a une part de bénévolat, ou du moins de sacrifice, c'est très compliqué de retrouver les talents. Ouais. En fait, il y a aussi... En fait, il y a un accompagnement des familles qui est fait à la fois par l'école, à la fois les familles enrichissent l'école enrichit les familles, soutient les familles dans l'éducation. L'école dans laquelle nos enfants sont exige que les enfants n'aient pas de smartphone avant la terminale. Oui. Donc ça n'existe pas, nulle part ailleurs. Alors, tout le monde ne respecte pas la règle, mais en grande majorité, en tout cas, on sait qu'on a le soutien d'école, qu'en fait, on est censé respecter cette règle. Et c'est énorme pour l'éducation de nos enfants. Énormissime. Et on nous met en garde, et on nous explique le bien fondé de ça, et on est tous d'accord avec ça. Et là, je pense que c'est une chance immense pour nos enfants qu'ils soient préservés. Donc ça, c'est une chose particulière à cette école. Une autre chose particulière, c'est que j'en parlais avec les enfants. Non, il y a un uniforme, oui. Oui.
C'est qui est tout à fait respecté, hein, qui est effectivement c'est à la fois très pratique pour les parents, très pratique pour les mères de famille, pour la garde-robe des enfants, et bon, ça évite beaucoup d'ennuis. Et nos enfants voient leurs enseignants prier dans la chapelle. Et là, ils me disent, en fait, c'est exceptionnel parce que nos enseignants, nos profs ont des limites parfois. Ils sont pas toujours tous bons profs, ou parfois ils savent pas se faire respecter. Enfin, tout le monde n'a pas. Mais le fait de les voir prier, ça nous montre combien ils sont humains et combien, en fait, ils sont pauvres comme nous. Eh bien, ça nous permet de les aimer comme ils sont. Et vraiment, quand ils m'ont dit ça, j'ai été très touchée par qu'ils me disent, enfin, qu'eux-mêmes ressentent ça. Et donc ils cherchent pas particulièrement à exploiter la faiblesse, mais au contraire... en tout cas, ça donne la possibilité aux élèves de ressentir ça, de ressentir cette compassion et de laisser cette charité s'exprimer. Il y a deux choses aussi que j'aime énormément dans cette école. Donc déjà, on fait de nos enfants des âmes priantes, ça c'est évident, c'est remarquable, mais ils nous ont déjà largement dépassés, Thomas et moi, enfin, à la fois au point de vue donc au point de vue spirituel, ils nous portent, ils nous tirent, ils nous poussent, c'est remarquable. Et puis au point de vue de la culture générale, au point de vue de la formation qu'ils ont, mais rien à voir avec ce qu'on a reçu nous. Ils nous ont largement dépassés, ça me fascine. C'est incroyable. Fascine. Et alors, donc, il y a une troupe de théâtre dans cette école aussi qui, chaque année, fait des spectacles remarquables. Ils sont ambitieux pour les enfants. Et on peut être ambitieux. Les enfants sont capables de beaucoup. Et ça, c'est exceptionnel. Et il y a 2 chorales aussi. Un chœur de garçons, un chœur de filles qui forment nos enfants à la musique religieuse, à la musique liturgique, à la belle musique, à la musique classique. Et j'ai énormément de reconnaissance pour ces chefs de chœur qui eux aussi font ça. Enfin, moi j'estime qu'ils sont. Ouais, c'est un don, quoi. C'est une vocation. Ils font ça avec générosité, et je pense que ça va donner beaucoup de fruits à l'église de demain, à l'église de France, parce qu'on va avoir des enfants qui ont été éduqués au beau, non seulement au vrai, au bien, mais au beau. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Il y a quelque chose. Pour résumer, il y a quelque chose qu'on a du mal à croire quand on entend ça, parce que notamment ça a été véhiculé par des films ou bien des histoires qu'on entend. On a ce sentiment que les enfants soient en uniforme, qui soient dans des écoles qui les envoient prier, ou avec une religion importante, ou au contraire qu'il n'y ait rien du tout, au final, on retrouve toujours un peu ces mêmes comportements, ces mêmes... qui se tirent dans les pattes, et puis qu'il y a un peu un côté... même chez ces enfants qui ont l'air d'être... qui sont beaux, propres, etc., comme des belles images. Non, mais ce que je veux dire, c'est que il y a une espèce de caricature qui en fait encore plus des monstres, parce qu'ils ont cette tête d'ange et cette apparence très soignée que les autres. Est-ce que il y a une vérité dans ça, ou est-ce que c'est en fait une caricature c'est un peu c'est un peu des gens jaloux qui essayent de souligner ça pour casser pour dire qu'en fait ça n'a aucun sens. C'est évident qu'il ne faut pas idéaliser des écoles comme celle-ci, parce que évidemment, nous sommes tous pauvres. On reste tous du même monde. On reste tous du même monde, et il y a des familles qui portent beaucoup, qui ont des difficultés, intrinsèques au monde dans lequel on est, et donc qui rejaillissent sur l'école, et tout le monde. Il y a des faiblesses dans ces écoles, c'est évident. Les années de 5e pour les filles, 4e, 3e pour les garçons sont des années difficiles, et c'est sûr qu'il y a des manquements à la charité immenses, et qui choquent plus que dans d'autres écoles, certainement. Parce que moi, ça m'évoque exactement le même problème que... La raison pour laquelle les gens sont hors d'eux quand un prêtre fait quelque chose... un péché particulièrement grave, parce que justement c'est un prêtre, et que donc il devrait savoir mieux que les autres. C'est certain. Et il y a un peu cet effet-là qui, je trouve, donne une mauvaise réputation,
ternissent le tableau qui, je trouve, dans l'ensemble est quand même positif. Mais il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et Voilà. dans ce cadre-là, il y a des âmes saintes et il y a des enfants remarquables et qui en fait ont vraiment été nourris. Il y avait sans doute une bonne graine au départ et on l'a fait fructifier et ça a donné vraiment des enfants, des personnalités magnifiques. Et donc nos enfants peuvent trouver des très belles amitiés, des très beaux... Et évidemment, mais il faut les choisir, c'est sûr, c'est évident. Mais voilà, sans idéaliser ces écoles, c'est certain. Et dans ce contexte, il y a néanmoins certains des enfants que tu as gardés à l'école, à la maison. Oui, parce que stratégiquement. En fait, j'en ai une qui a fait une partie de la maternelle, je pense, et puis le CP, CE1 dans cette école. Et elle, je l'ai sentie assez influençable. Je commençais à entendre dire j'ai commencé à l'entendre se vanter dans la voiture auprès de ses copines et je me suis dit ça me plaît pas beaucoup et j'avais pas, à cause du nombre d'enfants qu'on a eu, j'avais pas eu le temps vraiment de m'occuper de cette petite fille qui était une enfant très sage à la maison, qui demandait peu d'attention et je me suis dit toi ma cocotte, viens à la maison, on va voir comment ça va se passer et j'aimerais bien te connaître en fait. Et donc j'ai sorti de l'école et alors elle a pu commencer à développer tous ses talents musicaux, elle est passionnée par la danse, elle fait énormément de danse classique et donc on a passé 4-5 ans ensemble en tête à tête à la maison et ça a été très très bénéfique, mais vraiment remarquable. Et donc je trouve que quand on a beaucoup d'enfants, c'est difficile. Il y en a qui demandent plus d'attention que d'autres, et naturellement, il y en a qui se font discrets et il faut faire attention à chacun, et c'est très difficile. Et j'ai trouvé que l'école à la maison me permettait vraiment d'ajuster les choses. Oui, tu personnalises énormément en fait. Ce qui est moins possible à l'école, ou du moins on s'en aperçoit au moins si on a confié toute l'éducation à une institution. Oui. On regarde moins. C'est ça. Je trouve qu'on peut pas du tout déléguer, on peut pas tout déléguer à l'école et tout attendre de l'école. C'est un lieu commun que je dis, mais vraiment c'est réel. Et cependant, il y a des enfants qui sont plus dociles que d'autres, et j'en ai un en particulier. Je n'envisage absolument pas de faire l'école à la maison avec lui, parce qu'il n'est pas du tout docile. Donc on sent, c'est déjà une bataille quotidienne pour obtenir de lui le moindre service. C'est dans sa personnalité. Et donc je ne vois pas comment je pourrais faire l'école avec lui. Donc je dirais que c'est pas possible avec tous les enfants. Tu as l'impression qu'en fait en groupe, et à l'école, il y a une espèce d'émulation, il y a quelque chose dans sa personnalité qui fait que ça lui plaît beaucoup d'avoir une maîtresse, d'avoir d'autres enfants auxquels se comparer, qui fait qu'il travaille, que ça marche pour lui à l'école. Oui, je trouve que ça m'intrigue vraiment. Je pensais que c'était possible avec tous les enfants, mais avec lui, ou c'est peut-être parce que je me suis fatiguée. J'ai fait 10 ans d'école à la maison, c'est quand même fatigant. Et dans toutes ces années, tu as suivi le cours Sainte-Anne, c'est ça ? Ah non, pas du tout. On a changé, en fait, moi, ça m'enquiquinait, j'ai besoin je déteste la routine, donc il fallait que ça change d'une année sur l'autre, et donc non. On a eu le cours Sainte-Anne, le cours Kerlan, le cours CEFOP, un petit peu le cours Atmer, et puis à la fin je faisais à ma sauce, je prenais ce qui était bon dans chaque cours. Et tu as donc reçu des inspections ? J'ai été inspectée en Belgique, en France. Et alors comment ça se passe ? Alors c'était très différent. En Belgique, l'inspecteur venait à la maison. Donc il venait regarder surtout le matériel qu'on utilisait. C'est surtout ça qui l'intriguait, qui l'intéressait. En France, pas du tout. Il regarde à peine le cours par correspondance, à peine le support. On se déplace, donc on va soit dans une école, soit à l'inspection académique, au rectorat. Et alors là, c'est plutôt... Alors ils interrogent les parents sur le fonctionnement, comment ça se passe, quels sont les horaires, quel est le rythme. Et puis alors, ils font une espèce ils posent quelques questions aux enfants, mais qui ne peuvent absolument pas révéler le niveau, les compétences des enfants. J'ai trouvé que c'était très, très, très léger. Donc c'est des questions qui sont bizarres ou alors qui sont... Ils posent une question en anglais pour savoir s'ils font de l'anglais. Ils veulent vérifier des connaissances en histoire, en géographie. Ils posent des questions, mais... moi, c'est pas la peine que ça pourrait faire l'office d'une autre conversation, mais ça m'a toujours beaucoup intriguée. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on a autant
limité la possibilité de faire l'école à la maison, parce que là, depuis 3 ans, il faut avoir une autorisation préalable pour faire l'école à la maison. Ça a été considérablement réduit, restreint, la possibilité de le faire, et du coup ça a découragé beaucoup de familles, où il y a beaucoup de familles qui n'ont pas obtenu cette autorisation. Donc ça c'est dramatique pour la liberté éducative, et l'argument qui avait été utilisé, c'était dans la loi contre le séparatisme religieux que ces nouvelles mesures ont été prises. Et je me suis dit, mais en fait, ils auraient parfaitement les moyens de contrôler ce qui se fait et d'interdire à certaines personnes de faire l'instruction à domicile s'ils avaient des inspections dignes de ce nom. Et donc c'est pas le cas, donc ils ont préféré interdire largement l'école à la maison. C'est dommage. C'est vraiment dommage parce qu'en fait tous les parents, en tout cas que j'ai rencontrés, qu'ils soient catholiques ou pas, musulmans, le font toujours pour le bien de leurs enfants et le font avec énormément de dévouement, de sérieux, de compétences, avec ce qu'ils peuvent, c'est les compétences qu'ils ont, mais ils s'informent, ils se renseignent, et je pense que ça soulagerait c'est un soulagement pour le système éducatif global, et le pluralisme est excellent dans une société. Donc je ne m'explique pas ces mesures qui ont été prises. Et voilà, même l'école libre, tu sais ce que c'est, hein, l'école libre, c'est quand on ne suit aucun livre scolaire, aucun cours par correspondance, c'est qu'en fait on accompagne l'enfant au gré de son développement, de ses goûts, de ses penchants, c'est sa curiosité. Donc ça demande quand même d'être très vigilant et d'être là, présent avec son enfant, et puis tout à coup il se met à déchiffrer une lettre, on saisit l'occasion pour commencer à lui apprendre à lire, mais on brusque pas. Et il y a un reportage qui est exceptionnel, qui s'appelle Être et devenir, qui a été fait par un couple qui après avoir étudié tous les systèmes éducatifs, a décidé de faire l'école libre. D'accord. Et donc ils sont allés dans des familles en Allemagne, en France, en Angleterre, aux États-Unis, et ils sont allés regarder comment ça se passait, ça se faisait. Et ce qui est très intéressant, c'est que tu réalises que au final, comme ces enfants ont beaucoup de temps libre, beaucoup de temps pour développer cette vie intérieure, cette créativité, ce mot grec osium, qui est vraiment la liberté intérieure, la réflexion intérieure et personnelle. L'osium, c'est le loisir. C'est le loisir, mais qui, en fait, osium, c'est le loisir qui permet de développer sa réflexion personnelle. C'est pas le loisir, consommation de loisirs, s'occuper, c'est pas du tout ça. Moi, je pensais que c'était ça. Vraiment ? Ouais. Parce que nous, on connaît surtout le mot négos, qui est donc négotium, qui est donc l'inverse du loisir, et qui, quand même, insiste sur le sérieux. Mais chez les Grecs, le loisir n'était pas le loisir tel qu'on l'entend aujourd'hui. Ah, d'accord. C'était le loisir de s'enrichir personnellement, d'avoir le temps de mener une réflexion par la lecture, par la discussion, par la contemplation. D'accord. Et donc ces enfants-là, souvent, ils développent des disciplines artistiques très poussées, et il y en a un qui devient bien de l'artisanat, donc il y en a qui deviennent des grands musiciens, des grands peintres, des facteurs d'orgue, on voit tout ça dans ce film. Et c'est amusant de se dire que finalement, si on laisse le choix à un enfant, c'est vraiment vers le domaine de sa créativité qui va développer. Et ça, je me dis, mais finalement, nos systèmes scolaires tuent cette créativité. Et récemment, j'entendais un prêtre nous faire tout un topo sur les vocations majeures et les vocations mineures. Et il disait, les vocations majeures, en général, dans les familles catholiques, on les accepte. Donc, la vocation majeure, c'est le sacerdoce, la vie religieuse, voilà. Et les vocations mineures, non, d'accord. Et les vocations mineures, ce sont les talents. Je connaissais pas cette idée, cette théorie, mais ce sont les talents artistiques particuliers. Donc en fait, tu peux avoir des enfants qui ont vraiment un don. Enfin, c'est un don en fait, c'est pas un talent, c'est un don de Dieu, un don pour la peinture, un don pour le dessin, un don pour la musique, un don pour la danse, un don pour un artisanat particulier, etc. Et ce prêtre disait, on doit absolument réinvestir tous les champs de la culture. Tous les champs culturels, nous les catholiques, on a laissé tout ça aux autres, et vous devez encourager vos enfants, quand vous sentez qu'il y a une vocation mineure, à
percer dans ces domaines-là plutôt que de dire non, tu vas d'abord devenir avocat, tu fais tes études, tu fais ton école d'ingénieur et puis on en parlera après. Tu vois, et en fait, il disait, mais c'est un manque de confiance en Dieu, c'est un manque de confiance parce que lui sait, en fait, il donnera les moyens à nos enfants de s'en sortir, il me donnera, si on le laisse œuvrer. Et j'ai trouvé que c'était vraiment beau. En fait, Alors moi, j'ai une question qui touche à la technologie. Et parce qu'en fait, je pense qu'un des grands courants, on n'en a pas du tout parlé maintenant, mais qui transforme l'éducation actuellement, c'est qu'évidemment, avec la disponibilité de tous les cours en ligne des plus grands professeurs du monde, etc., qui sont maintenant accessibles à n'importe qui, il y a un peu ce que j'appelle la hollywoodisation de l'éducation. C'est-à-dire que avant l'invention du cinéma, les meilleurs acteurs, c'était les acteurs, enfin les seuls qu'on connaissait, c'était ceux de notre ville, ou bien on était dans une grande ville, ils étaient sans doute meilleurs. Et puis avec l'invention du cinéma et donc cet passage à la masse, au grand volume, eh bien les talents se sont concentrés dans quelques personnes. Et il me semble que la même chose est en train de se produire, alors certainement ralenti par les systèmes éducatifs qui restent dans ce système avec mon école et mon professeur de maths, etc. Mais je pense qu'il y a forcément ça pousse quelque part, parce qu'on le voit évidemment sur des chaînes YouTube, peut-être pour des enfants qui auraient besoin de soutien, etc., qu'il y a des gens qui émergent en tant que super professeurs de maths sur YouTube, chaîne, avec des gens qui ont un vrai talent, qui sont donc reconnus par l'algorithme qui les pousse, etc., qui pousse en nombre de vues, et qui permettent d'ouvrir largement ça donne des nouvelles possibilités, ce que je suppose, pour par exemple des parents qui voudraient faire l'école à la maison et qui seraient peut-être pas bons dans une discipline ou dans une autre, ou même d'apporter finalement une éducation, enfin en tout cas pour ce qui est de la qualité du cours, de la manière dont c'est expliqué, quelque chose qui me paraît être incroyable. C'est une valeur dingue et surtout accessible gratuitement à n'importe où. Est-ce que c'est quelque chose que toi, déjà, est-ce que tu penses qu'il y a une valeur là-dedans? Est-ce que tu l'as exploité, ou est-ce que tu penses que ça aurait pu être exploité dans l'école à la maison? Il y a un cours à destination d'enfants qui font l'école à la maison qui s'appelle Cours Griffon, qui s'est développé depuis une dizaine d'années. D'accord. Et qui enregistre donc des cours. Ils ont leurs professeurs. Donc ce ne sont pas les professeurs les plus les meilleurs qui soient, comme tu dis, qui ont les meilleures vertus pédagogiques, et qui ils enregistrent les cours, et puis donc l'enfant est derrière son ordinateur et il regarde. Et donc j'ai fait le test avec nos enfants. J'aurais demandé de suivre un ou deux cours pour voir si ça leur plaisait. Et en fait, ils me disent que c'est trop dense, ça demande trop d'attention, c'est trop difficile. Et visiblement, ça ne leur plaisait pas. Oui, c'était surtout une question d'attention et puis d'être tout le temps là à regarder un ordinateur, à regarder un écran. Donc j'ai pas poussé davantage. Finalement, j'en ai inscrit aucun à ce cours. Pourtant, j'ai longuement réfléchi. Plusieurs fois, je suis retournée dessus pour voir si on ne pouvait pas passer par ça. Mais toi-même, est-ce que tu utilisais pas quand tu n'arrivais pas à expliquer des choses? Jamais. J'ai jamais. Parce que moi, j'avais. Aliénor l'a fait quand elle a préparé son bac à la maison. Elle a utilisé certains cours comme ça en ligne, et je sais qu'il y avait des professeurs qu'elle aimait beaucoup, surtout en SVT ou en parce qu'en fait, pour moi, un mauvais professeur. Pour moi, c'est un peu le phénomène de Jordan Peterson, juste pour parler de la psychologie. C'est-à-dire qu'à partir de, disons, 2018, les gens ont commencé à regarder massivement ces cours en ligne enregistrés. Donc des gens qui, je sais parce que je les ai tous regardés, et j'arrivais à me concentrer. Est-ce que tu as pris des notes? Est-ce que tu as retenu tout ce qu'ils disaient? Que tu vois, pour moi, il y a une partie de l'apprentissage qui passe par l'échange. Absolument d'accord que s'il y avait eu des examens ou quelque chose derrière, le contrôle, je sais que ça aurait été possible, parce que moi-même j'ai eu l'occasion de le faire, de suivre des cours complètement en ligne et avec des choses à rendre, etc. Et j'ai trouvé que c'était vraiment génial comme possibilité. Mais là, je parle pas de l'utiliser à 100%, quoique ça pourrait être une option, mais plus en fait de façon ponctuelle,
pour justement aider les enfants à franchir certaines difficultés et de s'appuyer comme ça sur ces ressources qui sont extraordinaires. En fait, j'étais limitée en temps. Oui, tu ne pouvais pas passer du temps à commencer à chercher. Je me suis appuyée sur les cours par correspondance où j'ai acheté pas mal de manuels scolaires et je préférais regarder là-dedans. Et le reste du temps, je courais, j'allais étendre une lessive, j'allais allaiter un bébé, j'allais préparer un repas, j'allais faire mes courses. Donc j'ai eu une vie à 100 à l'heure et le soir, j'étais claquée. Enfin, j'ai pas pris le temps d'aller chercher des ressources comme ça. Mais t'as pas non plus l'impression que d'autres parents qui faisaient l'école à la maison te disaient les ai utilisés pas plus que ça, mais pareil. Enfin, en fait, mes contacts avec d'autres parents qui faisaient l'école à la maison étaient limités, ou plutôt on suivait en général les mêmes cours et on discutait du support qu'on avait. Non, vraiment, je pense que si quelqu'un décidait de faire l'école à la on se disait tiens, je vais prendre une année de réflexion et je vais créer mon cours et je vais regarder ce qui se fait. Moi, sur le tas, je prends le premier truc que j'ai sous la main et en fait finalement, j'avais entendu une pédagogue qui s'appelle Rosa-Marie Micot qui disait la dernière personne qui soit apte à enseigner, c'est la mère. Parce qu'en fait, l'enfant, j'ai entendu ça après avoir fait 9 ans d'école à la maison. Sympa. Parce que quand l'enfant est avec la mère, il se met dans un mode affectif qui fait que l'affect prend le pas sur la réflexion intellectuelle. Il n'arrive pas à être rationnel. Ce sera très important pour lui d'être dans l'affectif avec la mère. Donc pardon, c'est que si tu fais une distinction entre la mère et le père, là ? Oui. D'accord. Ouais. Pourtant... on a tous pu éprouver un échec avec quand le père cherche à enseigner à son enfant. En général, souvent ça se termine mal. Donc je ne sais pas si le père est plus apte. Dans mon cas, ça se terminait par des cours de calligraphie. C'est ça. Quelle que soit la matière de départ, c'était un entonnoir. Donc le père éveille à la curiosité, à beaucoup de choses, beaucoup de notions, mais il ne faut pas que ce soit trop scolaire en fait. Oui. Et donc la mère visiblement, d'après cette pédagogue, et je veux bien le croire, n'est pas la personne la mieux placée. Mais cependant, en fait, il reste le fait qu'il y ait le cours qui fasse un peu écran entre la mère et l'enfant, et donc on s'accroche au cours. Surtout les efforts que tu fais derrière et qui sont sans doute bien supérieurs à ce que n'importe quel professeur. Enfin, il y a beau avoir des super professeurs, c'est ton enfant était prêt à aller beaucoup plus loin pour lui que quelqu'un d'autre. Donc tu compenses un peu. Quand tu as un enfant qui a des difficultés avec Thomas Gabriel, mais j'ai lu des bouquins, Elisabeth Nuits, Davis, la méthode Davis. Enfin, j'ai lu beaucoup de livres pour comprendre comment fonctionnait notre fils et comment est-ce que je pouvais l'aider avec mes maigres moyens. Et donc oui, là sur les méthodes pédagogiques, je me suis beaucoup renseignée sur la méthode de Charlotte Mason, tu sais, cette pédagogue anglaise du 19e, fin du 19e, début 20e, je pense, pour moi je la mets contemporaine à Montessori, qui a développé des principes éducatifs très beaux, notamment le fait de lire à voix haute aux enfants et de leur demander, donc très tôt, on leur lit des histoires et puis on leur demande peu à peu de résumer avec le plus de détails possible ce qu'on a lu. Et on a fait des... Et à quel âge tu commences ? Alors, je pense que tu commences seulement vers 7 ans, d'après mes souvenirs, à demander aux enfants de restituer, pas avant. Elle dit ils sont beaucoup trop petits avant. Mais c'est un exercice excellent. Et on commençait la journée par ça, en lisant Le Tour du monde par 2 enfants, ou bien le roman d'Hermès, le feuilleton d'Hermès, c'était de la mythologie grecque. On a fait les enfants... moi, j'en garde un très bon souvenir, et eux aussi. Et j'essayais de leur apprendre à se tenir, à parler devant un petit public. Et puis surtout, d'avoir une lecture très attentive. Ils devaient... essayer de mémoriser un maximum de détails pour pouvoir restituer le plus précisément possible. Et c'était vraiment un jeu, ça nous a beaucoup amusé. Et puis Charlotte Mason, elle l'encourage à tenir un Book of Life. Donc on prenait un classeur, et dans ce classeur, les enfants conservaient toutes les choses exceptionnelles qu'ils avaient fait, les concerts auxquels ils avaient assisté, auxquels ils avaient participé, ou les musées qu'on avait visités, ou des billets de train, ou des voyages qu'on avait faits, essayer de garder une espèce de mémoire comme ça dans un classeur. Et puis il y avait Book of History, où là, ils devaient consigner des résumés des livres qu'ils avaient lus, et de replacer ça toujours dans un ordre chronologique pour que ils arrivent à mettre en parallèle ce qu'ils apprenaient en cours d'histoire et en littérature, tous les enseignements qu'ils recevaient. Transversal. Essayer de
de garder ça de façon chronologique, construite chronologiquement dans leur esprit. Enfin, et puis évidemment l'observation de la nature, sortir dehors, et puis avec un petit bouquin et dessiner des fleurs. Alors elle encourage ce genre de choses. C'est vrai qu'avec les enfants, c'est beaucoup promené. On est beaucoup sortis dehors pour aller observer la nature. Je pense que ça nous intéresserait tous qui t'écoutons d'avoir des références, en fait, un peu une bibliographie. Si tu pouvais me la donner peut-être un peu plus tard, et puis je la mettrai en description de la vidéo. De façon à voir un peu les meilleurs livres que tu as lus, parce que évidemment tu as fait énormément de recherches à ce sujet. Peut-être pour terminer, je sais que maintenant tu n'as, il me semble, plus d'enfants qui font l'école à la maison, mais toi-même maintenant tu enseignes dans une école hors contrat. Et quelle est ton expérience en fait Une toute petite école hors contrat, et ce sont les parents qui enseignent dans cette école. Et enfin, pas que les parents, mais on demande aux parents de s'investir et d'enseigner. Eh bien, ça n'a rien à voir avec l'école à la maison. Alors, c'est d'une certaine façon beaucoup plus facile. Parce qu'effectivement, il y a plus ce lien affectif. Donc l'enfant, il va pas, quand tu lui dis, allez, on va faire des maths. Oh non, j'en ai marre de faire des maths. On va faire le cours d'anglais. Oh, on a déjà fait 1 heure hier, ça suffit. Enfin bon, en fait, tu dois toujours te heurter à la volonté de l'enfant quand tu es chez toi, quand tu es avec lui. Et quand tu es en classe, il y a une émulation où il y a, t'arrives en tant que professeur, et donc les enfants respectent. Sur une scène, en fait. Oui, exactement. Tu joues un rôle. Tu es vraiment actif. Tu joues un rôle d'acteur. Et ça, je trouve ça vraiment amusant. Très amusant, mais donc ce qui est très difficile, c'est de s'adapter aux capacités de chaque élève. Quand j'ai des classes très hétérogènes, et ça, franchement, on sent que certains ont une propension, ont un plaisir à s'occuper d'élèves en difficulté, qui ont des difficultés, et d'autres, moi, par exemple, je préfère avoir des élèves qui, en fait, ça semble être une banalité que je vais dire, mais c'est pas vrai, parce que je sais qu'Aliénor, par exemple, notre fille aînée, elle préfère de loin s'occuper d'élèves qui ont des difficultés. Moi, je préfère m'occuper d'élèves qui ont des capacités, des facilités, et j'ai vraiment envie d'exploiter ces capacités, de les pousser au maximum. Pourquoi ? Sans doute à cause de mon histoire personnelle, qui est que j'ai l'impression qu'on a sous-exploité mes capacités. Je me dis vraiment, moi j'étais toujours en tête de classe, et j'ai terminé mon parcours scolaire avec une culture générale béante. Enfin, Rien. On m'a pas du tout poussé à lire, et je pense que j'aurais eu la possibilité de le faire, et je regrette beaucoup. Je sais pas, ça semble, c'est peut-être présomptueux, je présume peut-être de mes capacités intellectuelles, mais je pense que le système... Je pense que ce que tu dis est vrai. Après, aussi les raisons pour lesquelles tu fais ça sont, à mon avis, très liées à ton caractère. Et surtout, c'est pas du tout la même chose, à mon sens, en fait, pour s'occuper d'enfants qui sont en difficulté, ça va être un travail individuel, et donc il y a plus quelque chose un lien personnel, et donc un autre type de relation que d'avoir un cours avec des élèves qui sont en concurrence et qui essaient d'être les meilleurs, etc. Enfin, moi, je me souviens très bien dans la scolarité avoir eu ces différentes ambiances. Moi, je n'ai pas envie de faire perdre du temps à des enfants qui ont des capacités. Je me dis, c'est pas possible, ce n'est pas honnête, ce n'est pas, c'est pas ce qu'on attend de nous. Les autres ne veulent pas, et tant pis. On va pas. Non, on va pas les abandonner, mais c'est peut-être à quelqu'un d'autre. C'est quand même tout le temps un déchirement, en fait, en tant qu'enseignant. Mais c'est vraiment une expérience qui m'intéresse beaucoup. Mais qui demande de la préparation en amont. Tandis que quand je faisais à l'école avec les enfants à la maison, je préparais rien en amont. Je prenais le cours tel quel, et puis hop. Donc là, et à la maison, tu faisais des examens ou des devoirs. C'était dans le cadre de la méthode. Oui, avec les cours par correspondance, ils devaient rendre des travaux, mais c'était jamais minuté, donc ça c'est très différent de ce qui se fait à l'école. Et ça a posé problème à des moments ? Non. Moi je trouve qu'en fait ça leur permet d'avoir une réflexion beaucoup plus approfondie. Non, mais je me suis bien expliqué, quand ils ont eu à passer des examens dans le système. Je pense qu'au début ils étaient un peu lents, il me semble qu'ils m'ont dit ça, mais en fait maintenant, ce qui est assez intéressant, alors je sais pas si c'est propre à nos enfants, je le dis vraiment humblement,
c'est que moi, j'ai toujours considéré que le plus important, c'était l'apprentissage le français et les maths. Et les matières, entre guillemets, secondaires, je me disais, ils ont le temps, ils épluchent des livres, ils regardent des livres, ils lisent, on leur met des livres entre les mains, et puis en fait, leur curiosité fait qu'ils absorbent des connaissances. Et ça a été un pari assez gagnant, parce que quand ils m'ont dit, quand ils sont intégrés à l'école, donc il y en a un qui est intégré en 4e, une autre en 5e, un autre en CM2, une autre en seconde. Et ils me disaient, mais en fait, on a une culture générale bien meilleure que les autres. Donc en fait, les autres qui avaient été dans une école très classique, très exigeante, où tout le temps on leur demande de restituer leurs connaissances, avec des interrogations sur toutes les leçons en permanence, et bien en fait ça rentrait par une oreille, ça sortait par l'autre oreille. Et en général, les profs... Parce que pourtant je serais quand même pour le, entre guillemets, le bachotage. Je pense qu'apprendre par cœur est quand même une bonne méthode. Non, moi je trouve qu'apprendre par cœur c'est bon pour l'apprentissage des poésies, la musique, chanter et le théâtre. Si tu veux. Mais alors pour le reste, je pense pas du tout que ce soit nécessaire. Vraiment. Oui, l'apprentissage du vocabulaire. Non. Le vocabulaire en anglais, en allemand, en latin, ok. Mais pour le reste... Alors, je ne comprends pas le reste. Tu penses le reste, les leçons d'histoire, les leçons de géographie, les leçons de sciences... alors, catéchisme, ils font beaucoup de par cœur. Tu penses vraiment que apprendre tous les fleurs de France par cœur, ça t'aide pas à ok, mais c'est pas la même chose que d'apprendre une leçon avec des phrases entières. Alors, il y a des gens qui estiment que ça permet à l'enfant d'avoir des termes propres, d'avoir une construction, de s'imbiber d'une certaine construction syntaxique. Comme la poésie, oui. Mais alors, dans ce cas-là, la poésie suffit. Pourquoi faire doublon? Et en fait, je pense que ça nuit à c'est du temps perdu sur cette curiosité libre, cet apprentissage libre des enfants. Je vois, en tout cas, d'expérience, une remarque récurrente des enseignants dans les bulletins de nos enfants, c'était très bonne connaissance, très bonne culture générale, ou enfants très curieux, enfants très intéressés. Et donc je pense que l'école de la maison, ça nourrit aussi leur curiosité. Ah oui, c'est ça, d'accord. Plus que leur tempérament, l'hérédité, et puis l'ambiance dans la famille, vos activités en fin de semaine, etc., ou pendant les vacances, c'est aussi l'école à la maison, tu penses, qui a pesé? Je pense que de manière générale, les enfants qui font l'école à la maison s'abreuvent tout seuls, naturellement, de connaissances. Et en fait, tout ce que tu apprends par toi-même, tout seul, mais en fait, tu le digères mieux et tu te l'appropries. Enfin, j'ai cette impression. Après, en tout cas, chez nos garçons, il y avait ça. Ce que j'ai pu constater, c'est que chez nos garçons dans notre famille, il y avait une immense curiosité dans des tas de domaines. Chez les filles, c'était beaucoup plus limité. Et les filles ont passé beaucoup plus de leur temps libre à s'occuper de leurs frères et sœurs, à jouer, à faire la maman, à faire de la musique, s'intéresser elles-mêmes à la pédagogie, à la psychologie. Ça avait vraiment, c'était, pour moi, c'est noir et blanc. Enfin, c'est évident. Que les penchants, les intérêts sont très différents. Très bien. Je te remercie, c'était passionnant. Et puis surtout, bravo. Franchement, merci mon Dieu. Quand tu racontes tout ça, ça a l'air d'être une épopée extraordinaire. Épuisante. Mais passionnante. Très bien. Merci beaucoup. Je t'en prie.